Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Madame Lepêtre, en quoi le certificat médical est-il utile dans le cadre de violences intrafamiliales? Le certificat médical établi dans le cadre de violences intrafamiliales a plusieurs objectifs. Le premier est de retranscrire les propos qui sont tenus par le patient ou la patiente. Le deuxième est de décrire les constatations médicales, qu'elles soient négatives ou positives, en rapport avec les violences rapportées. Et enfin, il peut s'agir de fixer éventuellement la durée de l'incapacité totale de travail au sens pénal du terme, afin d'éclairer la justice sur la qualification de l'infraction, pour que ce soit une contravention ou un délit, sachant que, de toute façon, les violences conjugales sont systématiquement considérées comme un délit. Si un patient ou une patiente se présente chez un médecin généraliste, ce médecin généraliste est-il en mesure d'établir un certificat médical ? Oui, bien sûr. Le médecin est habilité à rédiger un certificat médical, même si le médecin légiste en établit un par la suite. Comme précisé, le certificat médical est un constat autenté de l'état clinique et psychologique d'une patiente ou d'un patient après un épisode de violence rapporté. Le médecin va donc rédiger un certificat avec des éléments qui vont être constatés d'une part sur le plan somatique avec des lésions éventuellement visibles et d'autre part sur le plan psychologique avec le retentissement qu'il va pouvoir constater chez son patient ou sa patiente. Il est à noter en effet que certaines lésions peuvent disparaître lors de la consultation avec le médecin légiste qui a lieu par la suite. Docteur Lenné, quelles sont les modalités de rédaction du certificat médical ? Alors, rassurons les confrères, il n'y a pas de formalité. Ils peuvent le faire sur leur ordonnancier habituel ou bien s'aider en imprimant, en retrouvant les modèles qui existent sur le site du Conseil national de l'ordre des médecins ou du Conseil départemental et aussi les recommandations de la Haute Autorité de Santé, la HAS. L'important est qu'ils rédigent en décrivant les lésions le plus précisément possible, en indiquant le type de lésion, la taille, la coloration s'il y a des ecchymoses ou des hématomes, la localisation et de retranscrire aussi le retentissement psychologique de façon objective et sans y apporter son propre ressenti. Plus précisément, quels éléments doivent être consignés dans le certificat médical et quels éléments ne doivent pas y figurer ? Alors, ce qui doit y figurer, c'est des règles effectivement très précises. Il faut identifier le médecin, donc marquer nos références professionnelles, l'identité du patient ou de la patiente, reporter les dires spontanés du patient entre guillemets, en précisant aussi sous la forme de X me déclare avoir été victime de ou au conditionnel, noter les doléances sans interprétation ni tri, entre guillemets, des symptômes exprimés par la victime et en reprenant ces mots. Il faut décrire de façon précise les signes cliniques, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, et le retentissement psychologique est daté, signé. Il est extrêmement important pour le médecin de ne pas exprimer un jugement, une interprétation. Il ne doit surtout pas se prononcer sur la réalité des faits, sur la responsabilité d'un tiers ou sur l'imputabilité. Mais on peut toutefois mentionner le lien de la personne désigné comme agresseur par le patient, mais en spécifiant selon les dires du patient. Et aussi, par contre, il est extrêmement important d'être extrêmement lisible, donc soit par une parfaite écriture ou bien en rédigeant sur l'ordinateur du cabinet. Comment rédiger un certificat médical lorsqu'il n'y a pas de lésion traumatique à constater ? Le certificat médical sera rédigé de la même manière. Il sera mentionné qu'aucune douleur et qu'aucune lésion n'a pu être observée lors de l'examen clinique. Par la suite, le retentissement sur le plan psychologique sera décrit en fonction des éléments rapportés par le patient ou la patiente. Comment évaluer le retentissement des violences sur le plan psychologique ? Il s'agit de décrire les doléances de la victime, ce qu'elle exprime et les troubles qu'elle présente dans les suites de l'agression rapportée. Cela peut être des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, un état d'hypervigilance, un sentiment de peur par exemple, mais bien d'autres symptômes sont possibles. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à mentionner dans le certificat qu'il est parfois difficile d'évaluer ce retentissement puisque parfois la consultation se déroule assez rapidement après les faits d'agression allégués et une réévaluation à distance peut avoir un intérêt pour détecter de nouveaux symptômes. Le médecin généraliste doit-il fixer la durée de l'incapacité totale de travail, ce que l'on nomme l'ITT au sens pénal? Non, le médecin généraliste n'est pas obligé de fixer la durée de l'ITT. Dans la plupart des cas, l'ITT va être mentionné à la fin d'un certificat médical à la demande d'un magistrat dans le cadre d'une procédure judiciaire. Nous vous expliquerons par la suite ce qu'est l'ITT, ce qu'elle recouvre et comment elle est fixée.
Par ailleurs, le médecin généraliste peut préciser dans son certificat médical qu'un arrêt de travail a été prescrit, ce qui peut avoir un intérêt si une procédure civile est engagée. Cet arrêt de travail est tout à fait différent de la période d'incapacité totale de travail au sens pénal du terme. Madame Lepêtre, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'ITT et pourquoi est-elle si importante pour l'enquête, ce qu'elle recouvre et comment l'évaluer? La loi ne donne pas de définition de l'incapacité totale de travail. C'est la jurisprudence qui a établi qu'il s'agit d'une gêne notable, soit physique, soit psychologique, pour la victime à réaliser les gestes de la vie courante. Il peut s'agir soit de gestes personnels comme manger, dormir, se laver, s'habiller, faire ses courses, se déplacer, aller au travail, ou encore des activités professionnelles, ce qui signifie qu'une personne qui ne travaille pas peut souffrir d'une incapacité totale de travail. En matière de violence conjugale, la durée de l'incapacité totale de travail permet de caractériser la gravité des faits. Des violences conjugales sans incapacité totale de travail ou ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours sont punies de 3 ans d'emprisonnement. Des violences conjugales ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours sont punies de 5 ans d'emprisonnement. L'appréciation de l'existence de l'incapacité totale de travail, de sa durée également, relève de l'office du juge. C'est-à-dire que le juge n'est pas lié par les certificats médicaux, ni par la fixation de l'incapacité totale de travail par un médecin, qu'il soit légiste ou pas. Il n'est pas lié non plus par les expertises. Mais ce sont des constatations, des indications qui lui permettent d'objectiver et d'apprécier les conséquences des violences.